Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer, bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. L'environnement des affaires en Guinée se porte mieux et c'est en tout cas l'observation faite par le ministre des Investissements et du Partenariat public-privé et ses confrères du budget. Malgré cette amélioration considérable, il reste beaucoup à faire dans le cas des réformes pour redresser l'économie du pays. Comment la Guinée pourrait-elle faire face au Conseil des droits de l'homme en janvier 2020? La question reste posée, surtout avec les violences politiques et sociales qui ont engendré des morts et des blessés ces derniers temps. Le ministère de la Citoyenneté, le Commissariat des droits de l'homme et les Nations Unies hâtent les pas pour préparer cette échéance. Sur le plan international, plus d'1 million de Chiliens dans les rues. L'état d'urgence a décrété la COP25 annulée depuis mi-octobre. Le Chili est secoué par un mouvement social inédit. 20 personnes sont mortes en 3 semaines de crise. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Une fois encore, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information. Je le disais dans les titres, l'environnement des affaires se porte bien en Guinée, se porte mieux d'ailleurs. C'est un cas d'observatoire fait par le ministère de l'Investissement et du Partenariat public-privé et ses confrères du budget. Malgré cette amélioration considérable, il reste beaucoup à faire dans le cas des réformes pour redresser l'économie du pays et impacter positivement le panier de la ménagère. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souri Kamara signe ce reportage. Le rang de la Guinée s'est considérablement amélioré au WIF, 126e sur 144 en 2018 et 122e sur 141 en 2019. Sa performance économique, 6,2% en 2018 et 6,3% en 2019 comme taux de croissance et une maîtrise de l'inflation à 8,9%. Ces chiffres sont loin d'être au-dessus de la moyenne, mais affichent une nette amélioration de l'environnement des affaires en Guinée. La Guinée a fait des progrès significatifs, mais nous avons encore besoin d'améliorer les réformes et le rythme des réformes. Par exemple, ces 9 réformes que nous avons présentées au niveau du Doing Business et 2 qui ont été validées. Ça veut dire que les 7 autres doivent encore faire l'objet de plus de travail pour être validés cette année. Il ne faudrait jamais oublier qu'en 2010, nous étions le dernier de tous les pays. Maintenant, aujourd'hui, nous avons amélioré notre position de façon spectaculaire, mais nous voulons être performants. Malgré cette performance que vient de réussir la Guinée, plusieurs domaines restent à exploiter et le ministre des Investissements et du Partenariat public-privé tient à le préciser. C'est de créer un cadre le plus favorable possible pour qu'il y ait une véritable diversification de l'investissement dans ce pays, notamment dans les domaines que sont l'agriculture, dans l'énergie, dans les infrastructures, dans les TIC, dans le tourisme, etc. Millennium Challenge Corporation, initié par l'administration américaine en 2004 pour accorder des subventions et une assistance limitée dans le temps aux pays en développement, félicite la Guinée. Et nous allons continuer de travailler ensemble pour plus de progrès et j'espère qu'il y aurait un programme de MCC l'année prochaine. Ces chiffres sont pour l'heure rassurants, mais les responsables des départements de l'IPP et du budget sont conscients des gigantesques travaux qui attendent la Guinée pour maximiser ses performances. Crise socio-politique en Guinée, le gouvernement insiste sur la relance sans délai des travaux des zones du spéciales de comité de suivi transformation du dialogue. agro-industrielle vise à accompagner la Guinée et veut attirer le secteur privé. De la première phase d'un programme de création de 10 agropoles d'un coût global d'environ de 760 millions de dollars américains sur tout le territoire national, en lien avec l'initiative présidentielle de développement rural. L'ambition première de ces zones est de faire des parcs agro-industriels permettant de transformer sur place les produits agricoles guinéens. La stratégie de Banque en Guinée, le HIFAD Nourrit l'Afrique vont favoriser l'amélioration à la sécurité alimentaire et nutritionnelle portée par le secteur privé. Des appuis sont prévus pour réussir ce défi. Porte sur le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle de Bokeh et de Kankan, d'un coût total de 16,9 millions de dollars des États-Unis, soit environ 153 milliards de francs guinéens,
Ce programme est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 13,5 millions de dollars des États-Unis et par le gouvernement guinéen à raison de 3,4 millions de dollars des États-Unis. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont été fortement éprouvés par la maladie à virus Ebola. Les survivants de cette maladie, tout comme les petites entreprises, doivent être accompagnés. Le projet pourra bénéficier à 3 000 survivants et orphelins de la maladie à virus Ebola, 50 groupes communautaires, 200 commerçants transfrontaliers, 300 travailleurs sociaux et 2000 micro et petites entreprises. Pour bénéficier de tous ces appuis, les gouvernements seront soumis à des mesures contraignantes. Pour ses membres, des critères stricts sont mis en place pour faciliter l'accès à ces fonds. C'est du moins ce qu'affirme le ministre du Plan et du Développement économique au micro de nos reporters. Regardez. Dans le même cadre, ce vendredi, à Conakry, lancement des activités du groupe national de réponse électorale. La plateforme regroupe des acteurs étatiques et non étatiques pour lutter contre la violence et promouvoir la paix en période électorale en Guinée et dans la sous-région est-africaine. L'initiative est portée par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, compte rendu signé Mamadou Bouyalo et Kerno Sadouba. Les élections sont souvent émaillées de violences en Afrique. La Guinée n'échappe pas à cette réalité. Pour parer à cette situation, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix crée la plateforme dénommée Groupe national de réponse électorale pour prévenir les violences post-électorales. On a des élections qui approchent déjà. Il y a les législatives, il y a l'élection présidentielle de 2020 et qui permet donc de suivre, de monitorer, mais également d'informer en temps réel sur les probabilités de violence liées aux élections. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix est présent dans 15 pays ouest-africains, notamment le Togo, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée. Notre pays s'apprête à organiser des élections présidentielles et législatives en 2020. Déjà, les violences politiques et sociales ont commencé, d'où la nécessité d'une telle initiative. Paix à l'aide, c'est un ensemble de mécanismes. On vous a expliqué, disons, de moniteurs qui sont déployés. Après avoir fait une cartographie des zones potentiellement à risque, après avoir identifié des indicateurs, après avoir formé et déployé des moniteurs pour observer ces indicateurs sur le terrain. Donc un dispositif d'alerte. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix va déployer des équipes d'alerte et de veille dans l'optique de réussir l'organisation d'élections libres et transparentes tout en prévenant les violences et conflits. Nous revenons sur cet élément important. La Banque africaine de développement augmente le fonds d'investissement pour ses membres. Des critères stricts sont mis en place pour faciliter l'accès à ces fonds. C'est du moins ce qu'affirme le ministre du Plan et du Développement économique au micro de nos reporters. Regardez. La cérémonie de ce jour se déroule moins d'une semaine après l'annonce de l'augmentation de 125% du capital du groupe de la Banque africaine de développement. Il s'agit là d'un élargissement significatif des marges de manœuvre financière de la BAD pour accroître les interventions sur le continent. En revanche, ce nouveau contexte exige de la part des pays membres régionaux, et si tant est qu'ils désirent profiter de cette augmentation de capital, plus d'efficacité dans la gestion des investissements, en même temps qu'une performance plus accrue dans le portefeuille des projets actifs. C'est cette exigence qui guidera la gestion des deux opérations, objet de la présente cérémonie. Pourrait-elle faire face au Conseil des droits de l'homme en janvier 2020? Comment la Guinée pourrait-elle faire face au Conseil des droits de l'homme en janvier 2020? La question reste posée, surtout avec les violences politiques et sociales ces derniers temps. Le ministère de la Citoyenneté, le Haut Commissariat des droits de l'homme et des Nations Unies tentent de faire avancer les choses à travers une rencontre qui a eu lieu ce vendredi. Les dernières recommandations sont passées au peigne fin et le gouvernement s'engage à promouvoir les droits humains tout en déplorant les derniers cas de mort enregistrés lors des violences politiques. Alseni Bari, Yacouba Traoré. C'est la troisième fois, en l'espace d'une décennie,
que la Guinée passe devant le Conseil des droits de l'homme. Cependant, les défis restent toujours à relever dans la mise en œuvre des recommandations. La session 2020 de l'examen périodique universel accordera à juste titre un accent particulier à la mise en œuvre des recommandations antérieures en faisant ressortir les progrès et défis dans la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Guinée est partie. La quasi-totalité de ces recommandations trouve un ancrage dans les objectifs de développement durable et sont reflétées dans le plan national de développement économique et social de la Guinée. La notion des droits humains implique le droit à la vie, la santé, l'éducation. Mais en Guinée, la situation politique continue avec son lot de morts. Bourreaux ou victimes, le gouvernement tente de se justifier. Le gouvernement qui a la charge de la sécurité et du bien-être de tous les citoyens a pris des dispositions pour rechercher et sanctionner les auteurs, partager le deuil avec les familles des victimes et réconforter les blessés. En dépit de cette situation de crise que traverse la Guinée, le ministère de la Citoyenneté lance cet appel. Dans cette difficile période préélectorale du pays, votre pressant appel à la classe politique guinéenne de privilégier le dialogue et la concertation serait un atout de poids pour la décrispation et l'apaisement politique. Les débats vont se poursuivre le long de la journée pour plancher sur ce troisième rapport de l'examen périodique que la Guinée devrait défendre à Genève en janvier 2020. 24 heures après le drame de Kintinya, Sedan Sigiri, le gouvernement guinéen vient de sortir un communiqué pour adresser ses condoléances aux familles des personnes tuées. Selon un bilan provisoire, ce sont au total 12 Guinéens qui sont morts et des blessés suite à un éboulement dans la zone. Des secours seraient en cours pour sauver d'éventuels survivants ou retrouver d'autres corps. Le gouvernement rassure qu'il continuera à prendre toutes les dispositions dans le cadre des renforcements des mesures de sécurité pour éviter à l'avenir aux populations guinéennes de tels cas d'accident car ça endeuille plus d'une famille. Toujours au compte de cette édition, clôture de l'atelier de restitution et de validation de la politique du sport et de la culture universitaire en Guinée. Ils étaient une vingtaine d'étudiants à participer à cet atelier d'échange sur le document de politique du sport et de la culture en Guinée. L'objectif pour le ministère en charge de l'enseignement supérieur est de faire des institutions universitaires guinéennes un creuset de talent dans le domaine sportif. Mohamed Valek Touré, Mohamed Aloussine Kamara étaient de la partie regardée. Impliquer les acteurs des sports, des arts et de la culture dans la réflexion devant aboutir à l'élaboration d'une politique de sport, prenant en compte les éléments utiles à la promotion des disciplines au sein des institutions universitaires, voilà le mobile de cette rencontre. Durant ces 2 jours, les participants ont échangé avec des acteurs sur la politique de mise en place d'une feuille de route qui servira de guide. Nous avons également échangé sur l'aspect infrastructure et équipement qui pourrait générer des profits tant sur le plan économique que sur celui de la formation. De favoriser le recrutement d'enseignants, chercheurs, praticiens et créer de nouvelles disciplines innovantes comme le management du sport, le cinéma, danse. Avec la participation des acteurs du secteur, le document est enfin élaboré. L'ambition désormais est de faire des institutions universitaires une épreuve de talent sportif à travers des compétitions. Un engagement pour le rayonnement du sport en milieu scolaire. Nous souhaitons que le sport universitaire, désormais le sport, les arts et la culture universitaire, qu'on soit le grenier du sport en République de Guinée, mais aussi avec cette nouvelle mission, nous voudrions aussi être la vitrine de l'art, des arts et de la culture dans notre pays. Au-delà de la mission qui consiste à la formation de la future élite, les initiateurs estiment que ces activités apporteront aux étudiants des conditions essentielles à leur aptitude physique et mentale. Nous avons défini un document de politique du sport, des arts et de la culture au sein des universités, mais bien sûr aussi, comme d'habitude, avec l'accompagnement du ministère en charge des sports, des arts et de la culture. Donc cet atelier est un peu le couronnement de tout ce cheminement.
L'élaboration de ce document de sport et de culture est le fruit d'un travail d'équipe dont les recommandations formulées par les participants durant l'atelier feront l'objet d'une attention particulière au niveau du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sur le plan international, en bref image, le Chili toujours plongé dans une crise sans précédent, comme vous le constatez sur ces images où manifestants et forces de l'ordre sont sur le qui-vive. Les manifestations sociales qui durent depuis près de 3 semaines et au cours desquelles 20 personnes ont été tuées, auquel quartier usé de capitale Santiago. Les manifestants toujours déterminés demandent le départ du président Piñera et accusent les forces de l'ordre d'exactions et de violences disproportionnées. Toujours à l'échelle internationale, ils ne verront ni l'herbe ni le soleil dans la Vienne. Un projet de ferme de 1200 bovins est empêtré depuis 5 ans dans un conflit avec ses détracteurs dressés contre ce qui est, leurs yeux, un nouveau symbole des dérives de l'agro-business. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. C'est pour l'instant un vaste terrain vague rongé par les mauvaises herbes. Une friche qui appartient à 7 octogénaires. Il veut implanter ici une ferme d'engraissement de 1200 jeunes bovins, des taurillons élevés jusqu'à 18 mois, destinés à être vendus au Maghreb. Là en face, il y aurait la méthanisation là-bas, les bureaux ici bien sûr, les bureaux à l'entrée, tout ça, avec tout ce qui s'ensuit. Méthanisation au fond, un hangar à paille, c'est prévu comme ça sur la droite. Le terrain se situe sur la commune de Coussé-les-Bois dans la Vienne. Les premières maisons sont à plus de 700 mètres du projet. Depuis 5 ans, un collectif d'opposants se bat contre l'implantation de cette ferme-usine de 15 000 m². La nappe phréatique est en dessous, c'est-à-dire qu'on est dans la zone de protection du captage de l'eau potable. Elle est à entre 3 et 5 mètres en dessous d'une couche d'argile qui protège la nappe. Il ne faut pas percer cette couche d'argile. Ce qui serait le cas Ce qui serait le cas si on met 300 poteaux pour soutenir les hangars. Les opposants craignent aussi que les eaux d'écoulement souillées par les animaux finissent dans ce plan d'eau en risquant d'infiltrer la nappe. Ils sont d'autant plus échaudés que la ferme est voisine de cet ancien site d'enfouissement de déchets où plusieurs millions de tonnes ont été déposées jusqu'en 2013, générant une pollution en nitrate. Le promoteur se défend, il promet un site propre qui produira de l'énergie grâce à une unité de méthanisation du lisier et des panneaux photovoltaïques. Pour lui, seul l'élevage à grande échelle peut permettre aux agriculteurs de s'en sortir financièrement aujourd'hui. Il faut avoir une certaine importance, c'est tout, on ne peut pas faire autrement. C'est plus possible. Hein. Quand vous avez une bête à envoyer ou 2 bêtes à envoyer de chez vous, ça va vous coûter au point de vue transport 50 ou 70 euros, 50 euros mettons par bête. Hein. Quand vous en envoyez 20 ou 30, de toute façon, ce sera 5 euros. C'est tout, de toute façon, toute une question de ça, hein. Tout est une question maintenant de rentabilité. Les taurillons passeront entre 8 et 12 mois enfermés dans des box d'engraissement nourris essentiellement par des granulés de céréales produits par l'entreprise du promoteur. Le côté bien-être animal, évidemment que nous, on ne peut pas souscrire à ça dans la mesure où aujourd'hui, on pense que les citoyens demandent de plus en plus une production de qualité, locale évidemment, mais aussi dans la mesure du possible de plein air. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui veut encore en gagner plus, et il veut chercher tous les moyens pour en gagner plus. Hein? Mais on n'est pas obligé de l'écouter pour manger ses produits. Méfiants, les opposants surveillent quotidiennement le site pour s'assurer que les travaux ne débutent pas avant la décision de la Cour d'appel de Bordeaux. Elle doit bientôt se prononcer pour autoriser ou non l'exploitation. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à toute l'équipe technique. Surtout, restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.